Et si je te disais qu'un jour d'octobre 2008, alors que le monde subit la crise économique des subprimes, Porsche, qui n'est qu'une petite marque de voitures de sport qui vend en moyenne 100 000 véhicules par an, va faire une dinguerie. Mais quand je dis une dinguerie, c'est pas qu'ils vont devenir le constructeur auto le mieux coté en bourse comme cette fraude de Tesla, non non non. Porsche va passer très proche du coup du siècle, car quelques heures après une révélation inattendue, ils vont se retrouver à posséder l'entreprise la plus valorisée du monde. Mais pour bien comprendre ce qu'il s'est passé ce jour-là, il va falloir qu'on remonte un petit peu en arrière. Tu vois cette voiture? T'as peut-être remarqué que c'est un SUV, un véhicule à 4 roues motrices. Peut-être que t'as même reconnu le modèle ou peut-être qu'il ne t'inspire absolument rien. Mais peu importe, dans tous les cas, sache que c'est lui qui va être l'élément déclencheur de notre histoire. Nous sommes au début des années 2000 et Porsche est dans la merde, ils ont perdu plein de thunes notamment à cause du groupe B. Le truc de rallye hyper dangereux qui a fermé au bout de quelques années parce qu'il y avait trop de morts. Et c'est même pas le pire parce que à ce moment-là, Porsche vend ce qu'on appelle les PMA, les Porsche à moteur avant, et c'est très loin d'être un succès. Et en gros, Porsche tient de justesse grâce aux 911 qui se vendent toujours très bien et au fait qu'ils fournissent des moteurs à Audi et à Volkswagen. Mais sous l'impulsion d'un certain Wendling Wiedeking, oui désolé pour la prononciation cataclysmique, j'ai pas pris allemand à l'école, je suis pas teubé. Wendling Wiedeking. Enfin bref, sous l'impulsion de ce mec, ils sortent le Porsche Boxster, un cabriolet avec un moteur en centrale arrière et le même flat 6 que la 911 qui plaisait tant. Le Boxster est un véhicule d'entrée de gamme et il va recevoir un très bon succès avec 160 000 exemplaires quand même, ce qui permettra à Porsche de sortir un petit peu la tête de l'eau. Mais il manque quelque chose à Porsche pour qu'ils se mettent réellement bien. Il leur faut un véritable véhicule de masse, pas un cabriolet ou un véhicule sportif hors de prix. Non, Porsche a besoin d'un daily, un véhicule de tous les jours qui reste dans un prix raisonnable. Enfin bref, Porsche a besoin du Cayenne. « 1,25 million de ventes. » Rien que ça. Alors ouais, si tu t'y connais un petit peu en automobile, tu vas me dire que 1,25 million c'est risible comparé aux 44 millions de la coccinelle. Mais pour une marque comme Porsche qui vendent des véhicules pas vraiment abordables, bah c'est vraiment une dinguerie. Dis-toi quand même que la version la moins chère de la Porsche Cayenne coûtait en 2002 52 000 € sans option, et que la marge nette de Porsche se situait en général entre 10 et 15%. Et 10-15% de 52 000 fois 1,25 million, ça fait beaucoup. Mais donc, pourquoi un tel succès? Bah c'est tout simplement parce que le Cayenne peut être considéré comme le premier 4x4 de sport. Et ça, bah ça va beaucoup plaire au marché américain, puis le marché européen suivra. Mais en vrai, tout ce que je viens de te dire, on s'en fout un peu. Ce que tu dois retenir, c'est qu'en quelques années, Porsche est passé de la quasi-faillite à la marque la plus rentable au monde. Et il est là l'élément déclencheur qui va nous amener à notre histoire. Le début des années 2000 marque donc pour Porsche une période de forte croissance et de rentabilité. Et résultat, Porsche a trop d'argent. Et alors, notre ami Wendling, je sais pas comment ça se prononce, et bah il va décider de tenter quelque chose de fou, d'insensé, quelque chose qui propulserait Porsche au statut de plus grand groupe automobile européen. Mais pour comprendre le move de Porsche, il va falloir qu'on s'intéresse à une autre marque allemande, ou plutôt à un groupe. En 1998, le groupe Volkswagen se met en tête de racheter un petit peu tout le monde, car apparemment avoir Seat, Skoda et Audi ça leur suffisait pas. Et alors il se lance dans le rachat de Lamborghini, Bentley ou encore Bugatti. Et Porsche y voit alors une brèche. Ok, Volkswagen possède un petit peu tout le monde, mais Volkswagen est surtout très endetté. Alors en 2005, Porsche se lance dans une entreprise qui sur le papier paraît complètement impensable, le rachat de Volkswagen. Et en septembre, ils annoncent déjà détenir 20% du capital de la marque. Mais cette déclaration est loin d'être anodine parce que historiquement, Porsche et Volkswagen entretenaient de très bonnes relations. Pour preuve, Ferdinand Piëch, qui était à ce moment-là à la tête du groupe Volkswagen, était ni plus ni moins que le petit-fils de Ferdinand Porsche, le fondateur de la marque du même nom. Sur le papier, Porsche affirme que l'objectif de ce rachat, c'est de se protéger contre une prise de contrôle hostile des fonds étrangers. Mais dans les faits, Ferdinand Piëch n'est pas dupe. Porsche a soif de pouvoir. Mais Volkswagen étant lourdement endetté, ils ne peuvent pas réellement faire grand-chose face au rachat par Porsche. Si bien qu'en 2006, la participation de Porsche augmente jusqu'à atteindre 27,6%. Puis en mars 2007, Porsche dépasse alors la barre très importante des 30%. Et là, je te préviens, on va rentrer dans la partie la plus technique de la vidéo, donc accroche-toi bien, prends un Doliprane, des Choc à pic, je
je sais pas quoi, parce que ce qui va suivre, moi-même quand j'ai fait mes recherches pour la vidéo, j'ai mis un certain temps à bien saisir. En Europe, quand un investisseur détient plus de 30% du capital d'une entreprise, il est alors dans l'obligation de lancer ce qu'on appelle une OPA, c'est-à-dire une obligation de proposer à tous les autres actionnaires de leur racheter leurs actions à un prix équitable. Équitable, c'est-à-dire qu'il doit être basé sur le cours des derniers mois. En gros, l'idée c'est de protéger les petits actionnaires en leur laissant la possibilité de revendre leurs actions quand ils le souhaitent, et cela même si ce qu'on appelle le free float, c'est-à-dire la partie mouvante du marché, est très faible. En gros, si tu te retrouves avec deux investisseurs qui possèdent 95% des actions d'une marque, et que parmi les 5% restants, t'en as genre 4% qui veulent vendre, et bah les deux baleines vont avoir l'obligation de leur proposer un prix pour qu'ils puissent vendre et ne pas se retrouver avec des actions invendables. Et le problème pour Porsche, c'est que leurs achats ont fait augmenter significativement le cours de Volkswagen. Et alors ils ont peur que tous les autres investisseurs décident de vendre tous en même temps et qu'ils se retrouvent à devoir acheter tous les autres actions de Volkswagen pour beaucoup trop cher. Ok, Porsche ils ont de la thune, mais ils n'ont quand même pas les moyens de se retrouver avec 80% de Volkswagen d'un claquement de doigts, alors ils doivent trouver un subterfuge. En parallèle des actions qu'ils achètent directement, Porsche achète ce qu'on appelle des options d'achat. Ils passent des contrats avec des banques pour qu'elles achètent des actions Volkswagen pour elles-mêmes, mais donc pas au nom de Porsche. Et par la suite, Porsche a le droit, mais pas l'obligation, de racheter ses actions plus tard à un prix fixé au préalable. Cette manœuvre a deux intérêts. Tout d'abord, le public sous-estime largement le potentiel contrôle de Porsche sur Volkswagen. Et ça, tu verras que ça va avoir une importance capitale pour la suite. Et l'autre avantage, c'est que ça règle en partie le problème de l'OPA. Parce que à ce moment-là, Porsche possède environ 30% de Volkswagen directement et 30% en option. Et alors, l'OPA ne s'applique que pour les 40% restants, car je rappelle que dans le contrat que Porsche avait fait avec les banques, il est bien stipulé que Porsche pouvait racheter ses options quand il le souhaitait. Donc ça diminue drastiquement le potentiel d'obligation de rachat massif qu'aurait eu Porsche si le reste du marché appartenait entièrement à des randoms. En gros, les 30% que possède Porsche grâce à leurs options d'achat, c'est 30% qu'on ne peut pas obliger à Porsche à acheter immédiatement. D'autant plus que sur les 40% qui ne sont pas sous le contrôle direct ou indirect de Porsche, la moitié appartient à l'état de Basse-Saxe. Et eux, ils voyaient le rachat de Porsche d'un très mauvais œil et ils n'avaient absolument pas prévu de leur vendre quoi que ce soit. Donc en gros, l'OPA ne concernait que 20% des actionnaires Volkswagen. Et ça, Porsche a pu le tanker parce qu'ils se sont pas tous jetés sur la vente non plus. Et on arrive alors en octobre 2008, et alors que Porsche détient 42,6% du capital de Volkswagen, ils décident alors de lâcher leur bombe. Ils annoncent alors publiquement détenir 32,4% de Volkswagen en option d'achat, ce qui leur donne alors un contrôle direct et indirect de 74% de Volkswagen. Et cette annonce, elle va avoir sur les marchés l'effet d'une véritable bombe atomique, car en cumulant les actions directes et indirectes de Porsche et les 20% de l'état de Basse-Saxe qui ne comptent pas vendre non plus, on se retrouve alors avec 6% du marché en free float, c'est-à-dire que seulement 6% des actions sont encore revendables. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, un très grand nombre d'investisseurs avaient parié sur la baisse de Volkswagen. Bon, on a déjà abordé assez de points compliqués comme ça, donc je vais pas te faire un exposé sur comment on fait pour parier sur la baisse d'une action, mais ce que tu dois comprendre, c'est que tu as un très grand nombre d'investisseurs qui vont se retrouver dans la merde, parce qu'avec 6% de l'action Volkswagen en free float, tu peux être sûr d'une chose, c'est qu'elle va pas descendre de sitôt. Et alors c'est la panique, et pour limiter leurs pertes, ceux qui avaient parié sur la baisse tentent de racheter des actions, mais il y en a très vite plus. Et alors la demande devient absolument énorme quand l'offre n'a jamais été aussi faible, ce qui va avoir pour effet de faire exploser le cours de Volkswagen. Mais le mot exploser est sans doute un doux euphémisme pour réellement décrire ce qui s'est passé. Volkswagen, qui n'était pas le premier constructeur automobile en bourse loin derrière Toyota, se retrouve en quelques heures propulsé en tant que première valorisation boursière du monde, avec une capitalisation s'élevant à 320 voire 370 milliards selon la méthode de calcul. Volkswagen venait littéralement de dépasser des entreprises comme Microsoft, ExxonMobil ou encore Apple. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est même pas que Volkswagen soit la première capitalisation boursière, mais plutôt que l'actionnaire majoritaire de l'entreprise la plus cotée du monde soit un constructeur de voitures de luxe qui vend 100 000 véhicules par an. Mais malheureusement, cette domination ne durera pas bien longtemps. Comme tu le sais sûrement, l'année 2008 a été marquée par une crise économique importante, la crise des subprimes. Et le problème, c'est que Porsche s'est endetté de plus de 10 milliards pour acheter toutes ses actions et il comptait sur leur forte rentabilité pour rembourser cette dette. Sauf que voilà, la crise économique fait rage et l'heure n'est clairement pas à l'achat de véhicules de luxe. Et alors, c'est la chute libre pour Porsche. Leurs ventes s'effondrent drastiquement et ils se retrouvent très vite au bord de la faillite. Et ironiquement, chez Volkswagen, ça se passe pas trop mal. De par leur statut de grand groupe, ils vendent toutes sortes de véhicules et notamment des véhicules utilisés
utilitaires qui continuent à se vendre malgré la crise économique. Alors évidemment, leur capitalisation boursière n'est pas restée première éternellement, ils sont très vite redescendus avec un moins 70% en un mois. Mais finalement, si on sort des marchés spéculatifs et qu'on parle de véritable économie, c'est bien Volkswagen qui s'en sort pas trop mal et Porsche qui galère un max. Et devant ce renversement inattendu de situation où Volkswagen se retrouve pas trop mal et Porsche dans la grosse merde, et bah Ferdinand Piëch, qui est encore à la tête de Volkswagen, va décider d'entamer le rachat de Porsche. Le rachat débute en 2009 et en 2011, Volkswagen possède déjà 49,9% de l'entreprise pour un coût de 4,46 milliards d'euros, soit même pas la moitié des dettes de Porsche d'ailleurs. Et en 2012, il finalise le rachat en achetant les derniers 50,1% pour également 4,46 milliards d'euros. Tel est prix qu'ils croyaient prendre, l'arroseur arrosé, peu importe comment l'exposer, ce qui est sûr c'est qu'ils se sont fait baiser. Enfin bref, encore aujourd'hui, Porsche appartient à Volkswagen et ils se portent ma foi pas trop mal avec leur offensive sur l'hybride et l'électrique, avec notamment la Porsche Panamera ou encore la Taycan. Dans tous les cas, même si elle s'est conclue par un échec, la tentative du rachat de Volkswagen par Porsche restera un des plus grands coups de poker financiers du 21e siècle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu l'as aimé, tu peux t'abonner ou encore mettre un pouce bleu. T'as aussi le bouton partager, tu peux copier le lien à Skip, c'est vraiment boosté pour l'algorithme. Sur ce, plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à ceux qui s'abonneront.